L'instant philo. Doit-on séparer l'artiste de la personne privée ? Bonjour, aujourd'hui une émission spéciale où nous recevons Maya Marie, qui est élève au lycée François 1er, qui fait également la spécialité humanité, littérature et philosophie. Et il se trouve que lors d'un petit exposé qu'elle a été amenée à faire en classe, elle m'a beaucoup convaincu. En tout cas, elle m'a beaucoup intéressé et j'espère que ce sera le cas également pour vous. Je lui laisse la parole. Merci. Alors du coup, aujourd'hui, on va se demander s'il faut séparer l'artiste de la personne privée. Pour parler d'art, on peut prendre 3 points de vue qui peuvent d'ailleurs se rejoindre en mettant l'accent soit sur l'artiste, soit en se focalisant sur l'œuvre elle-même, soit encore en analysant la réception qui en est faite par le public. Ainsi, peut-on estimer que les œuvres des artistes n'existent qu'à travers les hommes qui les contemplent. Une fois l'œuvre créée, elle ne dépend plus de l'artiste. Il est essentiel de différencier l'artiste de son œuvre. Cette dernière, offerte au jugement et appréciation des hommes, suit un chemin que l'artiste n'avait pas nécessairement prévu. Condamner un artiste pour des actes répréhensibles qu'il aurait commis ne devrait donc pas affecter la diffusion de ses œuvres, car celles-ci existent indépendamment de lui. Considérer que l'homme et l'artiste ne font qu'un, ce serait dire que toute œuvre n'est que le reflet de l'artiste et que la fiction n'existe pas. Avant, l'œuvre avait une existence qui valait pour elle-même. Bien des œuvres du Moyen-Âge, par exemple, ne sont pas signées, dont on ne connaîtra jamais les créateurs. Cette position a basculé avec la mise en valeur du statut de l'artiste et l'idée qu'il est intimement lié à l'œuvre. D'un point de vue juridique, on dissocie les actes des œuvres. Pour Gabriel Matzneff, on lui reproche des actes et une œuvre artistique qui fait l'apologie du viol, mais les deux ne sont pas jugés ensemble. On ne mélange pas ces deux aspects. Séparer les deux permet de blanchir la dimension polémique des actions. Certaines fois cependant, l'œuvre est utilisée comme un bouclier, comme le dernier film de Polanski, J'accuse. Une unification est créée pour protéger. Après sa récompense et qu'un appel au boycott avait été émis, Polanski s'est défendu en affirmant que le sujet de son film n'avait rien à voir avec les agressions sexuelles dont il était accusé. Si on séparait vraiment l'artiste de la personne privée, on pourrait mettre Polanski en prison et regarder ses films. Il est des fois très important de séparer l'homme de l'artiste car par exemple Nabokov a écrit un livre sur la pédophilie mais n'est pas du tout pédophile. Ici, faire la différence est primordial. L'art n'est certes pas une zone de non-droit, comme le montrent les pamphlets antisémites rédigés par Céline, Bagatelle pour un massacre de 1937, L'école des cadavres de 1938 et Les beaux draps de 1941, qui ont été des éléments à charge dans le procès qui lui a été fait à la Libération. Mais les artistes bénéficient de la jurisprudence de la Cour européenne de justice qui considère que la liberté de création artistique est fondamentale dans notre société démocratique et qu'il est possible de véhiculer des œuvres qui choquent. L'art provoque et flirte avec les limites pour faire réfléchir. Orelsan a dit dans une chanson « Je vais te marier Trintignant » en faisant référence à l'actrice morte sous les coups de Bertrand Cantat. Orelsan a été jugé pour ses paroles, mais la juge de Versailles a affirmé que le rap est un genre dans l'outrance verbale et que ses paroles sont donc incondamnables, et aussi parce qu'elles sont prononcées par un personnage fictif, inventé par l'artiste. Il y a des œuvres plus ambiguës, comme certaines œuvres de Houellebecq, où il n'y a pas beaucoup d'antithèses aux propos racistes et sexistes émis par les personnages. Mais il reste important de distinguer la représentation, la fiction et l'apologie. Dans la préface du portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde explique que la morale ordinaire est autre que celle des personnages de fiction. Si celle des hommes est faite de vices et de vertus, celle de l'art est faite du bon ou du mauvais usage de ces vices et vertus. On peut apprécier un livre qui parle de sujets immoraux du moment qu'il est bien écrit. Il dit « Il n'existe pas de livre moral ou immoral. Les livres sont bien ou mal écrits, voilà tout. » C'est tout ce qui compte pour juger l'art. On peut condamner l'artiste comme personne privée sans condamner son œuvre, puisque l'un et l'autre se jugent avec des critères complètement différents. Pour Wilde, je cite, « Ceux qui trouvent des laides intentions dans de belles choses sont corrompus sans être séduisants. » Et c'est une faute. Il dit aussi « Révéler l'art en cachant l'artiste, tel est le but de l'art. » La confusion entre le comportement de la personne et ce qui est présenté mène à un certain révisionnisme défini comme l'effacement de l'histoire, du passé, lorsqu'il ne convient pas aux standards actuels.
Ne pas séparer l'homme de l'artiste rend possible la censure pour des raisons politiques ou morales extérieures qui concernent le contexte de leur réception. La cancel culture, actuellement, mais aussi toutes les formes de censure moraliste, souvent bien plus puissantes, et en tout cas clairement réactionnaires, représentent l'excès ultime de la fusion de l'œuvre et de l'auteur. En ne reconnaissant aucune autonomie de l'art, c'est l'art même qu'elle condamne. Séparer l'homme de l'artiste, c'est protéger la liberté intellectuelle et esthétique de toute incursion d'un pouvoir religieux, politique, communautariste ou social extérieur au champ culturel. As it tries to be seen, fields of incentive covered with green. Néanmoins, tout artiste est d'abord un homme, un être humain, qui peut même utiliser son humanité pour créer une œuvre. Un artiste condamné peut-il poursuivre sa création ? Tom Megan, condamné pour violence conjugale, a été expulsé du groupe de pop-rock britannique Kasabian. Il devait quitter le groupe car, je cite, « la violence domestique et l'abus en tout genre est totalement inacceptable ». S'il convient de distinguer l'œuvre de son auteur, la création, notamment quand elle implique une mise en scène valorisante de l'artiste lors de concerts et une idolâtrie spécifique à la pop musique, ne doit pas servir de justificatif à n'importe quel comportement ou pratique, ni de modèle pour les fans. Le rock aime choquer et remettre en question, mais l'art assurant la promotion d'une personne criminelle et d'actes répréhensibles se voit souillé et dévié de son but initial. Cela devient problématique, voire criminel. Par exemple, Bertrand Cantat a fait la couverture des Inrecuptibles, ce qui le met à l'honneur, et cela veut dire que, d'une certaine manière, nous acceptons son comportement. Alors, il n'y a donc pas d'artiste à défendre sous le prétexte qu'il aurait accompli sa peine, bien faible par rapport à l'horreur du massacre de sa compagne, mais seulement une personne privée à condamner dans son attitude sans vergogne qui lui fait ne pas hésiter à revenir sur scène. Si on sépare complètement l'homme de l'artiste, on fait aussi comme si donner le César du meilleur réalisateur à Polanski était d'une grande pertinence au moment du mouvement MeToo. L'artiste et la personne privée, dans certains cas, ne peuvent pas être dissociés, ils sont devenus les mêmes. Ce que l'on ne peut pas s'empêcher de voir chez certains créateurs, ce sont les crimes et les horreurs qu'ils ont commis. Ainsi, chaque prix décerné à un auteur condamné plaide, qu'on le veuille ou non, pour son innocence, pour sa réhabilitation. On peut objecter qu'il existe une prescription ou du pardon. Encore faut-il regretter sincèrement ce que l'on a fait. Chez l'écrivain Gabriel Matzneff, il est impossible de dissocier l'artiste du criminel sexuel, car il parle de lui dans son œuvre. Dans Journal, il parle de ses expériences pédophiles, mais cela devient une œuvre littéraire. Cette œuvre a été renommée en 2009 Carnet noir, qui est un mélange entre une autobiographie et une fiction, donc une autofiction. Le contenu est porteur de défauts éthiques qui encouragent la pédophilie et qui en font l'apologie. En séparant les deux, on risque de récompenser l'homme en prétendant ne reconnaître que la valeur de sa production artistique. Lorsqu'on remet un prix à un artiste, on cherche à saluer la qualité de l'œuvre. Mais c'est l'individu privé qui se cache à peine derrière l'auteur qui bénéficie de l'exposition médiatique des hommages. Les artistes sont alors tentés de se protéger derrière leurs œuvres en instrumentalisant, comme Polanski qui se compare à Dreyfus. Séparer l'homme de l'artiste pour continuer de récompenser l'artiste nous met face au risque de protéger l'homme de la justice à laquelle chacun doit être soumis de manière égale. Si l'on considère comme Leibniz que l'âme humaine est une monade, c'est-à-dire un élément primordial indivisible, il est métaphysiquement impossible de séparer ce qui, à l'intérieur, relève de l'homme et ce qui relève de l'artiste. Il ne faut donc pas, et on ne peut pas, séparer les deux.
Le problème se pose aussi lorsqu'on se pose la question des rétrospectives qui s'avère être une tâche délicate quand on sait qu'elle gratifie l'auteur et le met en lumière. Mais nous arrêter à la seule réputation de l'auteur peut nous couper d'œuvres importantes, comme celle de Céline par exemple, malgré ses pamphlets antisémites. Une chose est le jugement moral, autre chose est le jugement esthétique, et il est bon, dans certains cas, de bien les distinguer. On peut aimer l'artiste en ayant en horreur certains aspects de la personne privée qu'il est aussi. Réunir les deux facettes d'une personnalité, l'artiste et l'individu qu'il est par ailleurs, sert toutefois à affirmer la valeur du jugement moral et n'est pas en exclure les artistes et intellectuels par principe quand cela s'impose. Les artistes ne sont pas hors du social, ils ont une responsabilité de citoyen et même dans certains cas d'exemplarité quand ils sont des personnalités publiques prises comme modèles. Le débat public sur le lien qui unit art et éthique est en ce sens légitime. Ne pas dissocier l'artiste de ses prises de position publiques a permis de dénoncer l'inscription de Charles Maurras, collaborationniste extrême droite, dans la liste des commémorations nationales. On n'oublie pas non plus que si les œuvres peuvent vivre sans l'intermédiaire de leur auteur, leur exploitation et leur diffusion représentent certes une source de gains financiers, mais aussi un vecteur de propagation d'idées. Si l'œuvre est finalement créée, plutôt que de la censurer, au risque de la rendre culte, voire désirable, il vaut mieux privilégier une remise en contexte systématique aux yeux du public, voire une médiation, des aménagements indispensables pour ne pas cautionner ce qui ne l'est pas. Dernièrement, la Cinémathèque française a programmé Le Dernier Tango à Paris, un film de Bertolucci dans lequel jouent Marlon Brando et Maria Schneider. Cependant, le film contient une scène de viol que l'actrice a tournée sans être au courant. La Cinémathèque française a donc annulé la diffusion, cachant cette sordide histoire qui a pourtant donné naissance à un film au fort succès. Mais une telle attitude risque de priver l'humanité de chefs-d'œuvre. Un mode d'action, la cancel culture, qu'elle soit de gauche ou de droite, qui consiste à appeler au boycott massif d'un artiste pour les accusations graves dont il fait l'objet, ou les propos inacceptables qu'il a pu prononcer, paraît, en ce sens, problématique. N'est-ce pas pourtant une expression de la révolte de la société face à une certaine hypocrisie et à un sentiment d'impunité ? Par exemple, quand Bertrand Cantat veut reprendre les concerts et son statut de rockstar après avoir purgé sa peine, les boycotts et manifestations d'hostilité qu'il a affrontés ne montraient-ils pas une vraie et légitime indignation ?
Ce n'est pas un moyen toujours efficace, qu'il faut d'ailleurs utiliser avec prudence, mais il reste important de dénoncer certains agissements totalement inappropriés. Protester fait partie des actions qui feront bouger les lignes et qui peuvent influencer positivement l'opinion. Cependant, il semble peu légitime de forcer au boycott. Cette question doit être une réflexion individuelle qui est légitime. Mais il est illégitime et violent d'imposer son point de vue. La censure mettrait un couvercle d'amnésie sur un problème. Le plus important, c'est d'écouter les deux parties et leurs argumentations et d'accepter la pluralité des opinions. On aimerait montrer qu'il est possible de continuer de contempler les œuvres sans être constamment sollicité par des jugements moraux. Dans Asphyxiante culture de Jean Dubuffet, il insiste sur la différence entre les artistes et les gens de culture qui décernent des prix, jugent selon leurs valeurs et commentent les œuvres. Seuls ces cercles-là ont besoin d'artistes reconnus. Nous avons seulement besoin d'art. Au-delà des valeurs et de la morale, on peut constater que discerner l'individu privé de l'artiste est plus difficile selon les époques. C'est un dilemme qui refait surface depuis une quarantaine d'années avec des réactions différentes selon le contexte. Par exemple, Polanski était très bien vu avant. Là est peut-être l'enjeu de la question. Le temps, la réception d'une œuvre à une époque qui influe sur l'artiste et son œuvre. Pour certains, la cinémathèque ou un festival ne doivent pas être des tribunaux. Ce sont des lieux où des œuvres sont récompensées selon des critères esthétiques. Hegel estimait qu'il ne faut pas se contenter de regarder les grands hommes par le petit trou de serrure de la moralité. Cela peut valoir pour les artistes, même si, on l'a vu, la règle connaît des exceptions notables. À propos des rétrospectives, on peut y revenir avec, pour argument, le fait qu'un événement de ce type peut être organisé sur des œuvres faites par des auteurs décédés. Donc, cette mise en lumière de l'auteur n'est plus et l'œuvre est la pièce maîtresse. Chacun peut avoir un regard différent, mais censurer ses œuvres ne se fait pas sur la base d'un seul filtre. Si l'objectif est d'analyser un film, il faut le faire en prenant bien en compte ce que ce film raconte et ne pas le sortir de son contexte. Proust soutient que seule l'œuvre compte et non la biographie de l'auteur. Par cela, on peut se dire que l'analyse d'un film n'est pas nécessairement liée à l'auteur et que l'on peut se permettre justement de distinguer les deux. C'est cependant une question très complexe et j'ai fait de mon mieux pour y répondre et j'espère vous avoir éclairé en proposant de multiples hypothèses. Blue girls come in every size. Some are wise and some otherwise. They got pretty blue eyes. For now a man may change. For now her face looks strange, looks strange, looks strange. Marching to the promised land, where the honey flows and takes you by the hand, pulls you down on your knees, while you're down a pool of hills. The face in the water looks up, and she shakes her head as if to say that it's the last time you'll look like today.